Aujourd'hui, donc l'idée, c'est de présenter un des cas d'usage d'utilisation de la donnée LIDAR qu'on peut faire à l'ONF, donc, qui est la modélisation de paramètres forestiers. Donc c'est quelque chose qui est issu des travaux de la recherche en interne et quelque chose d'un petit peu ancien, puisque ça a près de 15 ans, les premiers travaux. Il y a eu tout un tas de projets qui sont succédés sur les années 2007-2017 à l'échelle de la France métropolitaine, donc dans différents contextes forestiers, ce qui a permis d'aboutir à une méthode approuvée et aujourd'hui opérationnelle, qui est passée vraiment dans une phase production. Et ce qui tombe bien, puisque en parallèle, on a l'arrivée du programme LIDAR IGN HD, donc qui va couvrir des territoires très importants et qui donne du coup une opportunité de déployer cela de manière très générale. Donc, je vais faire vraiment quelque chose de très succinct sur les données LIDAR. Ce sera, voilà, c'est pour que tout le monde ait un minimum de connaissances là-dessus, mais je ne vais pas du tout rentrer dans les subtilités. Le principe du LIDAR, c'est un laser aéroporté. Donc, sur le schéma, j'ai mis un avion, mais ça peut être autre chose. Et donc, c'est une technique de télémétrie, en fait, avec un vecteur qui est repéré très précisément, qui envoie des faisceaux laser et ce qui permet de mesurer des distances de tous les points d'impact, on va dire. Donc, le résultat de ça, c'est un nuage de points en 3D, en 3 dimensions. Donc, ce nuage de points, il n'est pas suffisant, on ne peut pas le traiter comme ça tout de suite. Il faut faire une classification préalable, qui est en général réalisée par les prestataires qui font le vol, pour distinguer à minima ce qui sont des points qui correspondent à du sol et des points qui sont du sursol. Et sachant que dans ce sursol, ça peut être différentes choses, de la végétation, mais aussi du bâti ou des pylônes électriques, comme vous en avez un exemple sur l'image de droite. Voilà, je ne détaille pas plus les LIDAR. L'idée étant de se concentrer vraiment sur la modélisation des paramètres forestiers. Donc, le principe, il est le suivant. D'un côté, il faut des données LIDAR, mais ce n'est pas suffisant. Il faut croiser ça avec de la donnée de terrain. Donc, au-delà de la phase d'acquisition de données LIDAR, il faut de l'acquisition de données de terrain. On met les deux en relation via de la modélisation qui fait appel à des statistiques. J'en détaillerai rapidement les principes. Et on obtient ensuite, une fois les modèles construits, on les généralise, ce qui permet de produire des données à de large échelle. Donc, sur la phase de données terrain, l'idée, c'est d'avoir un maillage de placettes qui vont nous servir à calibrer les modèles. Et ces placettes, en fait, sont des placettes d'inventaire que l'on réalise en forêt, qui ont une surface qui est fixe. En général, c'est 15 mètres de rayon, dans laquelle on va recenser tous les arbres et qualifier pour chacun leur essence, leur diamètre à 1,30 m de hauteur. Et particularité du LIDAR, il faut que tous ces arbres soient repérés de manière précise. Donc, on les repère en mesurant leur distance et leur azimut avec une boussole. Et également, donc, par rapport au centre de la placette. Et ce centre, il doit être pris avec un GNSS de précision. On utilise des GNSS submétriques. Bon, en forêt, on a des précisions qui dépassent quand même le mètre, plutôt 2 à 4 mètres. D'où une petite phase de recalage qui est nécessaire. Mais le but étant d'avoir la meilleure corrélation entre les positions réelles des arbres et le nuage de points. Donc, un petit aperçu de ce que ça représente à l'heure actuelle sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, c'est tous les projets qui se développent en parallèle du programme LIDAR IGN HD, donc qui a été une grosse impulsion pour la mise en place de ces dispositifs donc de recueil de données terrain, alors qui servent à la calibration, mais pas que. Et notamment, je ne vais pas tous les détailler, mais un petit mot sur le plus massif, qui concerne la partie franc-comtoise, pour lequel, pour l'instant, on a 3246 placettes qui ont été de terrain qui ont été réalisées. Voilà, il y aura un petit complément à venir avec les futurs vols. Donc ça, c'est pour la donnée terrain. Pour la donnée LIDAR, on n'utilise pas directement le nuage de points brut. On passe par la création d'indicateurs intermédiaires. Il y a 2 grandes familles d'indicateurs. Des indicateurs à l'arbre. Donc l'idée étant d'isoler des indicateurs, on va dire individus, qui correspondent à des arbres. L'idée étant d'isoler dans le nuage de points ceux qui correspondent à un arbre. Et ensuite, on peut avoir différentes métriques, comme par exemple la forme du houppier. Si on a un houppier qui est plutôt pointu, ça a plus de chances d'être un résineux. S'il est plutôt arrondi, ça a plus de chances d'être feuillu.
Donc voilà, à partir des données individus, ça nous permet d'essayer de qualifier mieux certaines variables d'intérêt. Donc ça, c'est première famille de données. Et la seconde famille sont des données qui sont calculées à l'échelle des placettes. Donc, je vais prendre un exemple simplement d'une variable qui est quand même assez importante pour la gestion forestière. C'est la surface terrière des peuplements. Alors, pour les non-forestiers, la surface terrière, sa définition, c'est la somme de la section des arbres à 1,30 m du sol, donc une valeur qu'on exprime en mètres carrés par hectare. Ou autrement dit, pour être plus concret, si sur 1 hectare, vous coupez tous les arbres à 1,30 m de hauteur et que vous mesurez toutes les sections et que vous en faites la somme, vous obtenez la surface terrière. Donc c'est une grandeur qui est très intéressante en foresterie parce qu'elle est à la fois proportionnelle à la densité, mais elle tient compte aussi du diamètre des arbres. Donc elle est, en fait, voilà, quand on emploie la notion de capital, on comprend un petit peu voilà, si des peuplements sont plutôt capitalisés ou plutôt peu capitalisés, ben, voilà, la surface terrière est pertinente pour ce type de description. Voilà. Donc, une fois les modèles créés, on va les généraliser sur l'ensemble du nuage de points, en fait, sur l'ensemble de la zone. Et on va obtenir un délivrable donc sous forme de raster. Alors là, on est un petit peu contraint sur la forme. Il faut que les pixels fassent la même surface que nos placettes de référence. C'est pour ça qu'ils font 26,6 mètres de côté. Voilà. Donc, on obtient des cartes à large échelle. Donc là, vous avez un exemple pour la forêt domaniale de Joux, sur le massif jurassien. Donc, c'est une forêt résineuse. Donc, à gauche, vous avez une donnée non modélisée. C'est une donnée, on va dire, plutôt brute, qui est le modèle numérique de hauteur. Donc, on voit bien des parcelles comme la 415, où on a des arbres qui sont plutôt hauts, la 417 aussi, puis des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus basses. Et à droite, vous avez un exemple de variable modélisée, c'est la surface terrière totale dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on voit des secteurs très peu capitalisés, pour le coup, c'est normal, c'est plutôt des jeunes peuplements, des secteurs vraiment beaucoup plus catalysés. On peut aussi sortir de la donnée quand par hectare. Et on a également des paramètres qui permettent de qualifier sa distribution. Donc là, c'est les pourcentages de répartition des pixels. Donc on voit clairement, là, alors clairement, quand on est forestier, mais on voit, on a une loi normale, mais elle est quand même bien aplatie. Donc on a une distribution assez hétérogène du capital sur cette parcelle-là. Donc ça a un intérêt pour la gestion parce que ça nous renseigne sur l'état du peuplement et c'est une alerte. Ce n'est pas quelque chose qui est tout homogène. Donc, ce qui veut dire que les actions sylvicoles, elles peuvent être adaptées suivant où on est dans la parcelle. Donc, sans être exhaustif, je vais présenter pourquoi est-ce qu'on l'utilise concrètement. Et pour beaucoup de choses différentes, en fait. D'abord, l'usage qui est un peu souvent le plus immédiat, c'est la réalisation des aménagements forestiers. Alors, un aménagement forestier, c'est un joli terme, mais en fait, c'est un plan de gestion. Donc, ces plans de gestion qui sont faits pour des longues durées pour la forêt, puisque la forêt se gère bien sûr sur le long terme. Donc, ces plans de gestion, ils comportent à la fois une phase descriptive. Donc là, clairement, ce type de données, ça aide beaucoup à la cartographie des peuplements qui est inclus dans l'aménagement, mais également de la donnée quantitative pour réaliser des calculs, pour faire la programmation des coupes. Donc là, on va utiliser plutôt ce type de données-là
Typiquement, on pourrait dire pour dire quelle parcelle doit passer en premier en coupe ou est-ce qu'une parcelle doit passer en coupe, on peut regarder le niveau de capital. Voilà. Donc ça, c'est pour un pan de la vie de la forêt, mais c'est aussi pour le gestionnaire, ça a aussi un usage dans la gestion courante. Hein. Typiquement, tous les ans, on définit quelles sont les parcelles à mettre en coupe ou pas. Alors, ça suppose bien sûr d'avoir la donnée qui est quand même assez récente, hein, puisque la forêt est quand même un milieu qui évolue. Mais si on a de la donnée récente, ça peut être une aide importante. Par exemple, hein, si on voit que sur une parcelle, on a un niveau de capital qui est faible, qui est 10-12 mètres carrés, ce n'est pas la peine de prévoir une coupe là-dessus, typiquement. Elle passera son tour et on se reposera la question dans quelques années. Et donc ça, c'est vraiment une grosse décision un peu binaire, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin dans la définition des consignes techniques hein, pour la gestion. Typiquement, si je reviens sur l'exemple d'avant, en opération de désignation des arbres qui seront à couper, typiquement, la personne qui prépare peut dire attention, sur la parcelle, on va commencer sur une zone, elle est peu capitalisée, donc il ne faut pas trop déstabiliser le peuplement, on ne va pas trop prélever. Et ensuite, on va arriver dans une zone où on fera l'essentiel du prélèvement. Bon, c'est un exemple un peu... J'invente, hein, mais voilà, c'est ce type de choses que l'on peut réaliser. Donc ça, c'est deux usages classiques. Pardon, non, mais très bien, je ne vous entends plus. Oui, je suis presque à la fin, c'est tout bon. Parfait. Et également, donc autre analyse, c'est donc des choses un petit peu plus macro. Ça peut apporter des choses pour des analyses de stock des analyses de stock de carbone. Ça peut être des choses aussi en lien avec les incendies. Ou ça peut aussi permettre d'apporter de la donnée quantitative sur des choses que l'on qualifie par ailleurs. Donc, typiquement, on peut avoir des ensembles de forêts qu'on qualifie de plus ou moins vulnérables par rapport au changement climatique. Eh bien, on peut, en rajoutant la dimension quantitative, on peut avoir un capital plus ou moins sensible au changement climatique. Donc, ce qui a d'autres, ce qui enrichit un petit peu l'information que l'on a par ailleurs. Voilà, donc c'est un des cas d'usage de la donnée LIDAR à l'ONF. Il y en a bien d'autres que ce n'est pas possible de développer dans le format de ce webinaire. Mais pour information, on peut faire des choses pour la desserte, pour l'exploitation, avec sa composante protection des sols, bien sûr, pour le foncier, pour le couvert, alors le couvert végétal pour des choses un petit peu plus spécifiques. Le carbone, j'en ai touché un mot rapidement. Et des choses un petit peu plus indirectes pour la fertilité des sols. Tout ça en n'utilisant pas forcément de la donnée modélisée. Hein. Des fois que l'utilisation de MNT et MNH. Voilà.